Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, l'Amérique dans la mondialisation dans les années 80-90. Après une période de domination des États-Unis et de l'impérialisme états-unien, il y a un changement des années 90 avec un déclin de l'hégémonie des États-Unis. Dans ces années, il y a une phase d'extension du libéralisme économique en Amérique latine, qui s'accompagne ensuite d'une démocratisation globale et du libéralisme politique. Dans un contexte de crise économique nouveau avec le second choc pétrolier au niveau mondial, c'est la fin de la guerre froide et on va étudier toutes ces conséquences que ça a pour le continent. Alors, c'est parti! L'expansion du néolibéralisme. Alors l'Amérique latine a été un laboratoire du néolibéralisme, notamment au Chili, lieu d'expérimentation des théories néolibérales. Théorisées à l'université de Chicago, dominé par des économistes comme Milton Friedman à la tête des Chicago Boys, groupe formé d'économistes dont des Chiliens dans le cadre d'une alliance entre l'université de Santiago et de Chicago dans les années 50. Alors, on va former là-bas par exemple le ministre des Finances de Pinochet. C'est opposé à l'économie keynésienne, mise en place après le New Deal en 29 avec une intervention assez importante de l'État. Là, c'est du néolibéralisme, aucune intervention extérieure. Rien ne doit entraver la libre entreprise et le libéralisme maximal. Déjà là, tu sens que ça pue. Alors, il y a un rapport appelant à la privatisation des entreprises au Chili, une opposition aux politiques qui vont réprimer les syndicats, par exemple, qui vont être interdits. C'est vraiment le volet politique là-dessus. Le dogme du marché s'impose avec un contrôle de l'inflation, une stabilisation monétaire, une baisse drastique des dépenses publiques, une lutte contre les déficits budgétaires, une privatisation et une réduction considérable des investissements de l'État. Ces mesures ont été dans un premier temps des bienfaits, l'exportation augmente, les investisseurs étrangers investissent, le taux de croissance apparaît étonnant au vu de la contexte de la crise. On appelle ça le miracle chilien parce que ça tourne quand même à 10% de croissance. Il y a des moments de rechute en 82 par exemple, mais cela n'empêche pas une continuité de cette politique. Alors, le Chili semble être entré dans une nouvelle ère d'intégration dans les marchés mondiaux. La politique de Pinochet, érigée en modèle de développement, notamment par le Fonds monétaire international, toute l'Amérique latine se conforme donc à cette politique. Ce modèle semble idéal, mais dans les décennies des années 80, il y a la décennie perdue pour la CEPAL. L'exportation chute à cause de la crise, la demande des productions sud-américaines s'effondre et le PIB chute brutalement. Le Chili apparaît donc comme un miracle. Le modèle s'exporte dans la région. L'Argentine, qui va avoir un régime militaire de 76 à 83, Carlos Menem accède au pouvoir en 89 et jusqu'en 99, il va appliquer cette politique. 100 000 fonctionnaires vont perdre leur emploi, par exemple. Plus de 200 000 enseignants perdent leur statut de fonctionnaire. Privatisation de l'eau, du transport, de l'électricité. Une parité du peso argentin sur le dollar américain. Un artifice qui permet de maintenir la stabilité monétaire au prix d'un appauvrissement de la population. C'est un effet positif dans les années 90, le niveau de vie devient extrêmement élevé, mais cette embellie de ces pays néolibéraux ont connu des crises financières très graves. En 94, on a la bourse mexicaine qui a connu une grosse chute, le mini-crack boursier, l'effondrement du pesos mexicain qui touche alors toutes les autres bourses d'Amérique. En Argentine, en 2001, il y a une crise dramatique. L'État a dû se déclarer insolvable. Du jour au lendemain, les épargnants se sont rués sur les banques pour retirer leur argent, bloqués par l'État. Moment de manifestation très violente, les classes moyennes les plus touchées sortent dans la rue. L'état de siège est déclaré par le gouvernement, le président démissionne, retour des péronistes, la parité avec le dollar est abandonnée, baisse drastique des niveaux de vie, désengagement des entreprises privées. On voit donc les méfaits du néolibéralisme avec une érosion de la classe moyenne, une croissance des inégalités et un désengagement de l'État se fait dans les secteurs de la retraite, de l'éducation et donc pose des problèmes de justice sociale. Il y a une décomposition du corps social, une grande frustration des classes moyennes poussée dans la violence et la délinquance qui est aussi liée à la violence politique. Ils vont participer au trafic de drogue. Au tournant du siècle, l'Amérique latine est considérée comme le continent le plus dangereux. Maintenant, nous allons parler des transitions démocratiques. L'idée que ça se fait en douceur. Alors, je vous rappelle les 3 vagues de démocratisation. La première qui commence à la fin du XVIIIe siècle et qui emmène les grands pays comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis à devenir des démocraties. Après la Deuxième Guerre mondiale et à partir de 1974 jusqu'au début des années 90, avec plus de 30 nouvelles démocraties en Europe du Sud, en Amérique latine puis en Europe de l'Est. Les printemps arabes ne sont pas considérés comme une 4e vague de démocratisation. Alors il y a une victoire idéologique du libéralisme politique qui devient le modèle hégémonique. La démocratie néolibérale, Fukuyama à la fin de l'histoire. Dans les années 80, quasiment tous les pays d'Amérique latine entament cela. L'Équateur commence très tôt, dès 79, et le Nicaragua, ça va commencer à partir de 90. Il y a plusieurs façons différentes de faire, selon les contextes.
Alors en Argentine, c'est le facteur extérieur. La guerre des Malouines. Voulant prendre de force une archipel britannique au large du pays, en face Thatcher, elle envoie les moyens et elle impose le néolibéralisme au Royaume-Uni, fiasco militaire, humiliation nationale, le gouvernement dictatorial part et on met la démocratie. Il y a un régime militaire aussi qui peut être obligé de négocier sa sortie. Un processus de transition s'engage. L'un des enjeux de la démocratisation est le sort réservé à la junte militaire. Qu'est-ce qu'on fait des anciens ça se pose toute la question, notamment au Chili. À partir de 84, on va commencer à faire des procès, on va regarder des lois. Je vais vous donner l'exemple du Chili pour être plus clair. C'est un régime autoritaire de Pinochet non déstabilisé par une guerre extérieure, mais plutôt par les brèches du modèle libéral. Il y a différentes crises successives, cela provoque des manifestations. Pinochet est obligé d'ouvrir son système. À la fin des années 80, un certain nombre de libertés publiques sont rétablies, le droit de réunion par exemple, avec un assouplissement de la censure. Octobre 88 est organisé un référendum censé conforter Pinochet au pouvoir. C'est un échec radical de Pinochet. L'opposition se structure et tente de s'unir contre Pinochet. Il y a une campagne sur le thème de la joie, de l'espoir. Sur le mode de la réconciliation, cela fonctionne. Le non-référendum l'emporte à 54%. Il y a des réformes constitutionnelles qui s'établissent. Et le chef de la démocratie chrétienne remporte les élections. Patricio Aylwin. Pinochet reste commandant-chef des armées jusqu'à son arrestation en 1998. Son procès n'aura jamais lieu et sa mort est pleurée en 2006. Les transitions n'ont pas pu avoir lieu sans le soutien des États-Unis, au moins laisser faire dans ce contexte de fin de guerre froide, de victoire idéologique du libéralisme. Allez, le libéralisme a gagné, on peut laisser le libéralisme politique, ça passe. En conclusion, les années 80-90 sont marquées par le libéralisme économique et politique, même si la situation de l'Amérique latine reste toujours, encore aujourd'hui, assez tendue. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!